tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas votre boisson chaude. L'épisode s'annonce dense et un peu long, désolé d'avance, mais qui dit dernier épisode de l'année 2025 dit forcément petit bilan de fin d'année. Je vais faire au mieux pour vous embarquer, alors savourez ce moment dans votre fauteuil préféré, cappuccino à la main. On va commencer par la chronique de mes lectures du mois de décembre 2025. Alors ce mois-ci, j'ai lu 12 livres, pas mal. Le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 3.5 de la série D.V. Wild, Noël, enquête et étincelle de Helen Harper, publié chez Bookmark dans la collection Moonlight. C'est un roman d'urban fantasy qui se déroule dans la ville d'Oxford, dont les personnages principaux sont Brutus, Evie Wyld, Raphael Winter, Maidmont, etc., etc. En résumé, neige, Père Noël, câlin et préoccupation. Découvrez Noël, enquête et étincelle, une courte nouvelle dans l'univers d'Evie Wyld. Bon, ça vous dit pas grand-chose, c'est une petite nouvelle, mais je voulais commencer mon mois de décembre avec une lecture de Noël, justement, et replonger dans l'univers d'Evie Wyld s'est révélé être une excellente idée. Cette petite novella d'environ 80 pages nous permet de retrouver nos personnages préférés, Evie, Raphaël et l'inimitable Brutus, toujours fidèle à lui-même. L'humour tranchant propre à la série est bel et bien au rendez-vous. L'intrigue est légère mais parfaitement adaptée pour une lecture cosy qui plonge immédiatement dans l'esprit de Noël. Vous avez aimé les 3 premiers tomes ? Celui-ci vous fera sans aucun doute sourire tout autant. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Je n'en dis pas plus et je vous laisse le plaisir de repartir à l'aventure aux côtés de ces personnages qu'on adore retrouver. Mon deuxième livre, c'était Retour à Sainte-Marie Hill, Cozy Christmas Mystery de Karine Pitochi, publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'est donc, comme son nom l'indique, un cozy mystery qui se déroule à Sainte-Marie Hill avec comme personnages principaux Joanne Brown, Lawrence Spencer, Alex Brown, etc. En résumé, lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série la plus suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son, pardon pour le gros mot, super connardex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son pensionnat, et sa fantasque assistante ? Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Sainte-Marie-Hill. Alors, mon avis, je vais essayer de le faire un peu plus court que pour le book club de décembre, puisque c'était le livre sur lequel j'avais fait ma recommandation de Noël. Donc là, on se plonge dans un cozy mystery très agréable, situé en Angleterre, où l'on suit Jo, une héroïne plutôt adepte du café que du thé traditionnel, mais cela n'enlève rien au charme du petit village anglais dans lequel elle vient se ressourcer. Installée dans un cottage chaleureux, elle tente de se reconstruire après un événement douloureux et la trahison de son ex-compagnon. À Sainte-Marie-Hill, Jo retrouve des figures familières de son enfance et de son adolescence. Comme elle, on a la sensation de revenir aux sources. Parmi ces retrouvailles marquantes, son meilleur ami Laurie, son neveu Alex, ainsi que Daisy, son ancienne assistante. Ensemble, ils forment une petite bande soudée dans laquelle le lecteur se sent rapidement intégré. Leur complicité et leur soutien mutuel apportent beaucoup de douceur à l'histoire. Mais le séjour de Jo ne tarde pas à être bouleversé par une série de meurtres frappant des personnes âgées du village, ce qui secoue profondément la communauté. Jo, Laurie, Daisy et Alex décident alors à l'approche de Noël de mener l'enquête. Ils s'intéressent au passé d'un groupe d'amis proches, victimes successives d'un destin tragique en très peu de temps. Entre souvenirs, secrets enfouis et liens d'amitié, Karine Pitochi
ou Pitoshi, tisse une intrigue maîtrisée et prenante. On suit avec plaisir les indices, on élabore des hypothèses, on réfléchit au mobile, bref, on enquête véritablement à leur côté. Et malgré la noirceur des événements, l'histoire reste captivante de bout en bout. Alors si comme moi, vous aimez les cozy mystery, les personnages attachants et l'envie irrésistible de résoudre une énigme, ce roman devrait vous séduire autant qu'il m'a charmé. Ma troisième lecture s'est portée sur Mort au château, un mystère de Noël de la team Romcom. Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Marie Vareille et Julien Sandrel, publié chez Charleston. C'est un cozy mystery de Noël que j'ai reçu dans ma cube de novembre, je crois, qui se déroule au château de Primard et dont les personnages principaux sont Mathéo, Joe, Lina, Coco, Fanfan, Yvon, Arlette, etc. En résumé, cette année, au château de Primard, un événement exceptionnel occupe tous les esprits. Une scène du prochain film de Jennifer Thompson va être tournée dans le grand salon et tous les clients de cet hôtel de luxe sont invités à y participer en tant que figurants. L'occasion rêvée pour Lina, apprentie costumière, de faire découvrir ses créations à la superstar américaine, pour Joe de voler quelques moments passionnés avec Stéphane, son amant, en profitant de l'effervescence, ou encore pour Coco de renouer avec sa cousine après 27 ans de séparation. Mais la magie de Noël est de courte durée. Le lendemain du réveillon, un jeune serveur découvre un corps sans vie, emprisonné dans l'eau gelée des douves qui entourent le château. Alors, pour mon avis, que dire ? Finalement, pas grand-chose. Ce livre et moi ne nous sommes pas du tout rencontrés. C'est dommage. Je m'attendais à un cozy mystery classique avec une enquête qui se met en place rapidement et un mort au cœur de l'intrigue. Or, la structure narrative choisie n'a pas correspondu à ce que j'espérais. Tant pis. Ce n'était pas une lecture faite pour moi, même si probablement elle saura trouver son public. Peut-être que d'autres lecteurs auront davantage accroché à l'ambiance, au rythme et aux personnages. Le mieux est encore d'aller lire leur avis ou de tenter vous-même l'expérience. Ma quatrième lecture s'est portée sur le tome 1 de la série Les Sabres Sacrés, le Sabre des Neiges, de ma camarade de promo Polaris, Salomé Han, que j'ai eu le plaisir d'interviewer fin 2024, avant la sortie de son roman, donc n'hésitez pas à la découvrir dans cet épisode. Son roman a été publié chez Albin Michel Imaginaire. C'est un roman de fantasy qui se déroule dans un Japon médiéval fantastique, avec comme personnages principaux Isao, Shiro, Kento, Asuka et bien d'autres. En résumé, une grande aventure située dans un Japon qui jamais ne fut, pleine de magie, de créatures fabuleuses, de trahisons et de duels épiques. On les appelle les porteurs de sabres sacrés et on raconte qu'ils servent la volonté des kami. Ils ne sont pas immortels, mais vieillissent différemment, s'éloignant peu à peu de l'humanité. Maître Shiro, le héron blanc, est l'un d'eux. Il porte le sabre de neige qui se nourrit du sang de ses victimes et procure cette extraordinaire longévité convoitée par l'empereur en personne. Isao, 19 ans, est son unique disciple. Quand leur ermitage secret est découvert, le jeune élève et son maître se voient obligés de fuir. Mais sur leur route, le sabre de neige est volé. Pour Maître Shiro, qu'il aime éperdument, Isao part à sa recherche, sans avoir aucune idée des dangers et des créatures qu'il devra affronter, à commencer par ses semblables, les hommes. Alors pour mon avis, je suis ravie d'avoir enfin pu me plonger dans le roman de Salomé Han. Sa plume incroyablement visuelle nous immerge sans effort dans son univers. On voit littéralement à travers les yeux d'Isao et comme lui, on traverse ce monde fascinant dans l'espoir de retrouver son maître bien-aimé. Certes, la première partie prend son temps. Il faut apprivoiser les personnages, comprendre les enjeux, voire s'installer dans l'intrigue. Mais une fois la deuxième partie entamée, c'est fini, on est happé. Les obstacles s'enchaînent sur la route d'Isao et l'autrice ne lui laisse et ne nous laisse aucun répit. Chaque épreuve le marque, le transforme et l'aide à embrasser pleinement son destin. Comme on dit, c'est un mal nécessaire. Et ici, c'est vraiment le cas. Au fil des 4 saisons qui rythment son aventure, on voit Isao grandir, tomber, se relever. Et c'est impossible de rester indifférent. Ces rencontres et mésaventures jouent toutes un rôle essentiel, même si parfois on aimerait que le sort lui accorde un peu de douceur. Spoiler alerte, non, pas du tout. Et c'est précisément ce qui donne toute sa saveur au roman. Si vous cherchez un univers riche,
des paysans, une quête initiatique forte et un héros qui évolue à travers ce qu'il vit, alors vous tenez votre prochaine lecture. Mais attention, âme sensible, préparez-vous. Avec Isao, chaque page peut être une question de vie ou de mort. Le 5e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Noël au DCDS, le calendrier de l'Avent maudit de B.C. Winter, une autre de mes camarades de promo Polaris, qui a auto-édité son roman, une nouvelle d'urban fantasy, qui se déroule sur Londres, avec comme personnages principaux notamment June, Andrew, Elizabeth, Abyss et bien d'autres. En résumé, très chère June, je te propose un petit jeu. Chaque jour, à compter du 1er décembre, tu ouvriras une case. Celle-ci renferme une farce qui durera 24 heures. Si tu refuses de participer, si la case du jour reste fermée, après minuit, la personne liée au numéro mourra. On va bien s'amuser. Quand June reçoit un étrange calendrier de l'Avent, livré sans expéditeur le 30 novembre, elle pense à une mauvaise blague. Une lettre accompagne l'objet lui intimant de jouer le jeu où quelqu'un mourra. Chaque fois que June tente de s'en débarrasser, il réapparaît. Elle finit par l'ignorer, sauf que le 1er décembre, un corps est retrouvé. Obligée d'ouvrir chaque jour une boîte, June passe de plaisanteries ennuyantes aux farces cruelles. Les experts du DCDS peinent à briser l'enchantement. À mesure que Noël approche, la tension augmente car la dernière porte n'offre pas un cadeau, mais réclame une âme. Et cette année, c'est celle de June qui est exigée. Alors, mon avis. Cette nouvelle a été une très chouette petite lecture, exactement le genre qui me fait passer un excellent moment. En seulement 54 pages, l'autrice parvient à nous faire rencontrer des personnages intéressants et rapidement attachants. Cette nouvelle se déroule dans un univers déjà existant, mais même sans avoir lu les autres romans qui en sont issus, je ne me suis jamais sentie perdue. Au contraire, j'ai eu ce délicieux sentiment de trop peu qui donne immédiatement envie d'y retourner. Autant dire que cela m'a donné très envie de découvrir la série Les Enquêtes au DCDS, division des crimes et délits surnaturels pour les intimes. En quelques pages, à peine, B.C. Winter réussit à nous immerger dans son univers, à poser une intrigue efficace et à éveiller suffisamment notre curiosité pour nous donner envie d'en savoir davantage. Une immersion rapide mais franchement réussie. Ce fut donc une très belle découverte. Si vous cherchez un texte court, mêlant magie, enquête et esprit de Noël, vous êtes clairement au bon endroit. Je ne peux que vous encourager à faire la connaissance de June et de son chat Abyss, un prénom que j'adore, soit dit en passant. Le 6e livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la série Le Chevalier à la Phalène de Rachel Gillig, publié chez De Saxus. C'est une fantaisie qui se déroule au royaume d'Oroche, avec comme personnages principaux Sis, Rory, Benji, Maud, la gargouille et bien d'autres. En résumé, il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté, car les prophétesses d'Esling ou d'Eling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, Sis, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, Sis et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes pour retrouver ses sœurs. Puis son monde s'écroula. Alors, mon avis. Après un début assez difficile, tant à lire qu'à suivre, notamment à cause d'une rencontre dont je n'ai pas immédiatement compris tous les codes, je me suis longtemps demandé où l'autrice voulait nous emmener. Puis, petit à petit, lentement mais sûrement, l'histoire se met en place. On commence à percevoir ce qui se trame, à entrevoir les sombres secrets du royaume d'Oroche. Une fois passée cette entrée en matière un peu nébuleuse, on se laisse porter. On suit les protagonistes avec de plus en plus d'attention et de curiosité, au point de dévorer les pages pour comprendre ce monde, les liens qui unissent les personnages principaux et leurs motivations. L'attachement se fait en douceur, mais il est bien réel. Cela dit, il faut s'accrocher et persévérer.
En échange, on découvre un univers aux règles et aux enjeux véritablement mortifiants. Entre la gargouille un peu tête en l'air, susceptible mais étonnamment profonde dans ses réflexions, et notre duo de héros, on avance avec plaisir. Il s'agit clairement d'une romantaisie. La romance est assez prévisible, mais elle se construit agréablement au fil de leur méfiance, puis de leur rapprochement. La quête autour des sœurs prophétesses de Sis, ainsi que les véritables objectifs du chevalier et de ses alliés, donnent envie de continuer. L'aspect Found Family est également très présent et c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. Même si ce roman n'atteint pas selon moi le niveau de sa première série Une fenêtre sur les ténèbres, il se savoure tranquillement. La fin de ce premier tome soulève de nombreuses questions et laisse planer de sérieux doutes, ce qui est exactement ce qu'il faut pour donner envie de découvrir la suite lorsque le tome 2 paraîtra. En résumé, si vous êtes prêt à donner sa chance à un récit au démarrage exigeant, à suivre des personnages qui apprennent à avancer ensemble et à vous immerger dans un univers où les divinités font froid dans le dos, alors ce premier tome pourrait bien vous plaire. Courage, dès que Sis part réellement à l'aventure, la lecture en vaut la peine. Ma 7e lecture a été Les petits meurtres à Endgame de Alexandra Benedict, publié chez Charleston. C'est un cosy mystery qui se déroule au manoir d'Endgame avec de nombreux personnages principaux dont Lily, Ronnie, Tom, Rachel, Holly, Philippa, Mrs. Castle, Isabelle, etc. En résumé, Lily chérie, j'ai bien conscience que tu n'as aucune envie de remettre les pieds à Endgame. Je sais qu'hériter du manoir ne t'intéresse pas, mais je t'implore de participer. Il est grand temps que tu apprennes la vérité et elle te sera révélée par le jeu de pistes de Noël. En recevant cette lettre de sa tante, Lily Armitage n'hésite pas longtemps. Depuis 20 ans que la mort de sa mère la hante, voilà l'occasion d'en connaître l'assassin. Direction Endgame, ses cousins cupides, son labyrinthe d'indices et son cluedo de Noël, plus vrai que nature. Alors, pour mon avis, pour rester dans l'ambiance des Cozy Christmas Mysteries, j'ai découvert Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict, un roman qui m'a, contre toute attente, plutôt surprise et bousculée. Nous y suivons une famille pour le moins atypique, marquée par la vie et par des drames passés, mais dont certaines dynamiques restent touchantes ou méritent en tout cas d'être soulignées, car rien n'est aussi facile qu'il y paraît. Difficile d'en dire trop sans risquer de divulgacher l'intrigue, mais je vais quand même tenter l'exercice. L'autrice nous mène clairement par le bout du nez, en semant sous nos yeux toute une série d'énigmes à résoudre, avec la promesse de la révélation d'un secret bien plus vaste. Le récit joue habilement sur 2 temporalités. Si le présent est solidement ancré, le passé vient régulièrement y ajouter sa pincée de sel, son piment, éclairant peu à peu les tensions actuelles. Au cœur de l'histoire, une famille déchirée par une chasse au trésor destinée à déterminer qui héritera de la maison familiale, symbole à la fois de leur enfance heureuse et des événements dramatiques qui ont tout fait basculer. Secrets, non-dits et liens familiaux bancals s'entremêlent et cette quête les oblige à replonger dans leur passé commun, pour le meilleur comme pour le pire. Et bien sûr, la vérité n'est pas toujours là où on l'attend. Si comme moi vous aimez les énigmes à résoudre et que les drames familiaux ne vous mettent pas mal à l'aise, ce roman devrait sans aucun doute vous plaire et vous offrir un moment de lecture plutôt intriguant. Ma 8e lecture, enfin plutôt écoute, s'est portée, je dirais même 9e. Moi j'ai tout écouté d'un seul coup, donc forcément ça représente qu'un seul tome pour moi. Mais bref, j'ai écouté le tome 1, Le chant de la reine Corbeau, et le tome 2, La complainte du roi poète d'Isabelle Lozac. Je les ai donc écoutés pour la version audio chez Hardigan, et pour la version papier c'est publié chez Bookmark. C'est une romantaisie qui se déroule à Émérite, avec comme personnages principaux Vassilia Cerciel, Adrien Sandrecoeur, Saul, Ostende, Kael et bien d'autres. En résumé du tome 1, à quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir ? Les Cerciel, famille royale d'Émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur.
Mais la cour des mérites est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré, surtout au cœur de l'hiver. Alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres viennent les hanter. Alors je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2, bien sûr, parce que sinon ça risquerait d'être un petit peu spoilant, mais je vais vous faire un avis général sur la série. Le chant de la reine corbeau et la complainte du roi poète ont été une véritable et magnifique surprise. J'ai adoré l'univers imaginé par Isabelle Lozac, une fantaisie riche, immersive et profondément passionnante. On y trouve tout ce que j'aime dans le genre, une histoire avec un grand H, de la magie, des enjeux puissants et des personnages solides, portés par un monde cohérent et vivant. Suivre une héroïne comme Vassilia est un vrai bonheur. Une femme guerrière, brisée par l'assassinat de sa famille, mais qui refuse de tomber. Elle reste debout, encore, et son évolution est incroyablement bien menée. Sa force, malgré les épreuves, est inspirante. Une vraie héroïne badass. En parallèle, le parcours d'Adrien, jeune érudit, totalement inattendu à la tête du pouvoir, est tout aussi captivant. Il n'était pas destiné à gouverner, et pourtant, il le fait avec une intelligence et une sensibilité remarquables. J'adore cette dualité. Et pour une fois, voir une femme chevalière défendre la veuve et l'orphelin, c'est fort, c'est beau, et ça fait du bien. Chaque personnage est profondément travaillé, aucun n'est laissé de côté, ni relégué dans l'ombre. On s'attache à eux, à leurs blessures, à leurs choix, à leur évolution. Ils grandissent ensemble, se soutiennent et deviennent plus forts pour faire face à une entité obscure qui menace de tout détruire sur son passage. Cette dimension collective, presque fan family, est l'un des grands points forts de la série. J'ai maintenant terriblement hâte de lire le prochain tome, de découvrir comment ils vont s'en sortir et surtout s'ils vont réussir à sauver leur monde. Je ne peux que recommander chaleureusement cette série. Si vous aimez les univers de fantaisie riches et immersifs, les enjeux intenses, des femmes qui se battent pour défendre leur monde, des hommes qui les complètent avec justesse, des amitiés fortes et une véritable dynamique de groupe, alors cette saga est faite pour vous. Et je suis presque sûre que vous l'aimerez autant que moi. Pour mon 9e livre du mois de décembre, je me suis portée sur La Cité oubliée d'Hermine Lefebvre, publiée chez Scrinéo, qui est une fantaisie qui se déroule à Venezia, avec comme personnages principaux Lauro, Fiore et Clemente. En résumé, imagine, disait son père, une cité à côté de laquelle celle-ci n'est que peu de choses. Imagine la magie qui la baignait tout entière et donnait tout pouvoir à ses habitants sur les forces de la nature. Imagine l'harmonie entre les Vénéziennes et les êtres sous la lagune. Marchant dans les pas de son père disparu, Lauro recherche la légendaire antique cité que tous les Vénéziennes croient engloutie à jamais. Mais le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau réputé immené, il est devancé par Clemente, un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que des pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. Alors, mon avis. Dès les premières pages de La Cité oubliée et la magnifique couverture illustrée par Hipati Aswang, qui attire l'œil, le livre nous promet une immersion dans un univers singulier. Et cette promesse est en partie tenue. Le monde imaginé par Hermine Lefebvre est riche, intrigant et plein de potentiel. Cependant, ce potentiel reste à mon sens trop peu exploité. Le choix de concentrer cette histoire en un seul tome donne parfois l'impression que le récit va trop vite, notamment la fin. Une construction en 2 tomes aurait sans doute permis de mieux installer l'univers, d'en approfondir les enjeux et de laisser le lecteur s'y attacher davantage avant d'en atteindre la conclusion. Si les personnages sont attachants et bien caractérisés, leur parcours aurait mérité plus de temps pour se déployer pleinement. Il en va de même pour le monde lui-même. Venezia et la légendaire cité antique éveillent la curiosité, mais restent en arrière-plan. J'aurais aimé explorer ces lieux plus longuement, suivre nos héros dans des épreuves plus développées, mieux comprendre les fondements de ce monde fascinant, notamment les monstres marins et leur lien avec la magie, qui restent trop effleurés à mon goût.
La lecture demeure agréable et accessible, mais il m'a manqué ce petit élément déclencheur, ce sigil, qui aurait transformé une bonne lecture en un véritable coup de cœur. Vous connaissez mon attachement pour l'histoire avec un grand H, les légendes, l'exploration, l'aventure, autant d'aspects que j'aurais aimé voir davantage mis en avant. Ainsi, La Cité oubliée plaira sans doute aux lecteurs et lectrices en quête de personnages attachants, d'inclusivité et d'un univers original, à condition de ne pas attendre une exploration trop approfondie de son monde. Ma 10e lecture s'est portée sur Cavalière du Néant de Sarah Delisle, publié en auto-édition, un roman à cheval entre fantasy et science-fiction, dans l'univers, avec comme personnages principaux Péléidre, Éalde, Ruth, Octavio, Jalia et bien d'autres. En résumé, première parmi les humains à s'être liée à un dragon cracheur de néant, Péléidre parcourt l'espace au service de sa cité natale. À l'issue d'une mission diplomatique éprouvante, elle se délasse dans un bain parfumé et en émerge 7 ans plus tard, entre les murs glacés d'un mystérieux institut. Des mages inconnus lui révèlent qu'elle a été tuée avec les siens quand les cracheurs de néant ont commencé à détruire les cités spatiales à travers la galaxie. Soupçonnée d'avoir joué un rôle dans ces attaques, elle a été réincarnée grâce à la sulfureuse magie de l'âme afin d'aider son peuple à mettre fin à la menace. Détenue en compagnie d'individus meurtris et parfois peu amicaux, sa nouvelle vie ne tient qu'à un fil. Elle n'a pourtant qu'une idée en tête. Retrouver son dragon pour comprendre ce qui a poussé ses semblables à s'en prendre aux humains, et au fil d'interrogatoires serrés et de ses explorations nocturnes, elle se remémore les événements qui ont précédé sa propre mort, et devine que d'effrayants secrets se dissimulent dans les recoins de son esprit. Qui est-elle vraiment, et peut-elle se fier à ses souvenirs ? Alors, mon avis. J'étais ravie de découvrir le nouveau roman de Sarah Delisle, autrice que j'ai eu la chance d'interviewer en 2024 et dont Fleur de cendre, publié chez Gulfstream Éditeur, m'avait profondément marquée. Mention spéciale également pour l'objet livre. Cette édition reliée est tout simplement magnifique. Les illustrations de Caroline Blino, que j'ai eu le plaisir d'interviewer en décembre 2025, apportent une véritable âme visuelle au récit. Avec Cavalière du Néant, l'autrice nous entraîne dans un univers original à la croisée de la fantaisie et de la science-fiction. Un monde où l'on voyage dans l'espace, à dos de dragon. Et c'est justement cette relation entre la cavalière et sa monture qui constitue le véritable cœur du roman et en fait tout son charme. Nous suivons Péléidre, jeune cavalière d'un dragon cracheur de néant, qui se réveille après un simple bain parfumé 7 ans dans le futur. Entre-temps, les cracheurs de néant ont détruit de nombreuses cités spatiales et une équipe de mages chercheurs cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer, la poussant dans ses retranchements et dans ses limites. D'abord méfiante et désireuse de fuir ces étrangers qui prétendent vivre dans le futur, Péléide va peu à peu se laisser gagner par le doute. Leurs questions l'amènent à s'interroger sur les actes de son dragon, mais surtout sur qui elle était et qui elle est réellement. Car toute l'intrigue repose sur cette quête d'identité. Comprendre ce qui nous a poussé à agir à un moment donné, accepter son passé et réaliser qu'au lieu de fuir, il est parfois possible de comprendre, d'évoluer et de changer la donne. À travers ces personnages, le roman explore avec finesse l'idée que rien n'est figé, on peut grandir, se transformer, faire d'autres choix. Encore faut-il trouver le courage d'être pleinement soi-même. Si vous aimez les récits à la frontière des genres, les univers originaux et les histoires centrées sur la quête de soi et de vérité, Cavalière du Néant a de grandes chances de vous séduire autant qu'il m'a plu. Mes 11e et 12e, soit les dernières lectures de ce mois de décembre 2025, se sont portées sur The Nice House on the Lake, la splendide maison sur le lac, tome 1 et tome 2 de James Tynion IV et Alvaro Martinez, publié chez Urban Comics Éditions. C'est une BD de science-fiction qui se porte sur une dizaine de personnages, dont je ne vais pas vous citer tous les noms parce qu'ils sont vraiment très nombreux et ont tous leur importance dans l'histoire. Je ne vais vous faire que le résumé du tome 1, bien évidemment, pour ne pas vous spoiler sur la suite. Tous les conviés connaissent Walter. Enfin, ils le connaissent un peu, en tout cas.
Certains l'ont rencontré dans leur enfance, d'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a toujours été un peu absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur le lac. C'est beau, c'est opulent, c'est privé. De quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés par Walter. Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée. Alors mon avis. The Nice House on the Lake est une bande dessinée en 2 tomes que mon fils a reçue pour Noël. J'avoue que l'histoire m'a tout de suite intriguée et je me suis dit pourquoi pas. Il me restait quelques heures avant minuit, le 31 décembre 2025, alors j'en ai profité et je n'ai pas été déçue. Cette BD réunit tout ce que j'aime. Un mystère prenant, des personnages très différents mais parfaitement caractérisés et une multitude de questions qui ne cessent de s'accumuler. En adoptant tour à tour le point de vue de chacun des invités, le récit se dévoile progressivement. Derrière ce décor presque paradisiaque où se retrouvent 11 protagonistes, se cache en réalité un mystère bien plus glauque qu'il n'y paraît. Chaque personnage fait avancer l'intrigue et nous livre petit à petit des indices sur ce qui se passe réellement. Plus on avance, plus l'atmosphère devient oppressante et franchement glaçante. Si vous aimez les bandes dessinées sombres, dérangeantes et qui poussent le lecteur à s'interroger, alors ces 2 tomes du premier cycle sont clairement faits pour vous. Et voilà, on arrive au bilan de mes lectures de l'année 2025. Spoiler alerte, ce fut une année très bien remplie. Alors, quel est mon bilan lecture en cette fin d'année ? Eh bien, il est franchement réjouissant, pour ne pas dire impressionnant, en tout cas pour moi. 127 livres lus au total. Et c'est nettement plus qu'en 2024. Je ne dirais pas que je ferai la même chose tous les ans, mais j'espère surtout continuer à faire de belles rencontres littéraires et à y prendre toujours autant de plaisir. Dans ce joyeux marathon littéraire, on trouve un livre abandonné, à un peu plus de la moitié, parce que parfois il faut savoir lâcher prise, et c'est aussi une victoire, même si c'est parfois très culpabilisant d'abandonner un livre. Il y a eu 78 livres papier, le cœur battant de mes lectures, 13 livres audio, parfait pour lire autrement. C'était une belle découverte de cette année 2025 parce que je n'avais jamais écouté de livre audio avant. 19 livres numériques, toujours pratiques et à emmener partout, ce qui m'a permis de vider un petit peu ma palle. 16 BD et romans graphiques pour le plaisir des yeux autant que des mots. Bref, une année éclectique, en tout, plutôt question format d'ailleurs, rythmée et pleine de pages tournées. Question genre littéraire, par contre, on est clairement sur de la fantaisie et des romans policiers, mes genres de prédilection. Mes objectifs et mes envies pour 2026, c'est bien, écoutez, j'ai envie de rester raisonnable, ou presque. Mon objectif de lecture, je vais essayer de viser 90 à 100 livres, tout format confondu, ce serait déjà très bien, à condition bien sûr que je lise plus que je n'achète, et ça, vaste programme. Ma pile à lire actuelle s'élève à, oui, tout à fait, 140 livres, qui m'attendent sagement, ou pas si sagement que ça. Alors c'est tout format confondu, hein, livre numérique, livre audio, livre papier. 2025 aura été une année riche en lecture, en découvertes et en heures volées au quotidien pour me plonger dans des histoires. Pour 2026, l'idée n'est pas tant de battre des records que de continuer à lire avec plaisir, curiosité et gourmandise. Oui, gourmandise, tout à fait. La palle est encore bien fournie, les envies aussi. Je vous laisse imaginer la longueur de ma wishlist. Il ne reste plus qu'à tourner la page de l'année 2025 et à en ouvrir plein d'autres. Voilà pour cette chronique de mes bilans lecture du mois de décembre et de l'année 2025. Passons maintenant à ma chronique d'écriture. Une fois n'est pas coutume, en cette fin d'année 2025, j'avais envie de prendre un moment pour faire le point sur mon écriture et pour dresser un bilan à la fois honnête et créatif de cette année 2025. Je me suis appuyée sur 3 bilans que j'ai croisés dernièrement, avec quelques questions piochées dans une récente newsletter et un MOOC de décembre de Cécile Duquesne,
Quelques questions piochées dans The End of the Year Writing Tag, découvert dans le podcast d'Andy Hu, lui-même inspiré de celui lancé par Alice Pozière. Et enfin, quelques questions proposées par Éléonore de Beta Lecture & Co, que j'ai lues dans l'une de ses dernières newsletters. J'ai trouvé ces approches suffisamment pertinentes pour m'en inspirer à mon tour. Je ne répondrai bien sûr pas à toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais j'ai sélectionné celles qui faisaient le plus sens pour moi. Alors, qu'est-ce que donne ce bilan d'écriture pour mon année 2025 ? Première question. Qu'avez-vous ressenti vis-à-vis de l'écriture ces 6 derniers mois ? Eh bien, si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez, cette année a été en dents de scie. Des phases de création très intenses, suivies de périodes de blocage, de doute, de questionnement et inévitablement de remise en question. Et pourtant, malgré tout cela, l'écriture n'a jamais totalement disparu. Elle s'est faite parfois discrète, parfois tonitruante, voire tous les différents challenges que j'ai effectués dans l'année. Il y en a eu 3 challenges, mais dont 2 qui se sont portés sur l'écriture notamment. Qu'est-ce que l'écriture vous a concrètement apporté ces 6 derniers mois ? Eh bien, qu'il faut continuer d'écrire, d'apprendre, de rêver, de raconter des histoires. Parce qu'au fond, c'est ça qui compte. Et si tout n'est pas encore écrit, c'est peut-être justement ce qui rend l'aventure si belle. Quels sont actuellement les 3 problèmes principaux que vous avez identifiés en lien avec l'écriture ? Mon manque de confiance en moi, des objectifs un peu flous, et mes excuses qui me font repousser toujours et encore le moment de m'asseoir devant mon ordi et écrire. Ouais, c'est pas très glorieux ça. Quelles sont actuellement vos 3 sources de joie en lien avec l'écriture ? Inventer des histoires, créer des personnages profonds et gris, et visualiser plein de nouveaux mondes et de possibilités. Ouais, c'est ça l'écriture. Quelle est votre plus grosse difficulté actuellement en tant qu'autrice ? Eh bien, avoir toujours trop de choses à faire, me mettre la pression, culpabiliser de ne pas arriver à tout mener de front et croire que mon premier jet doit être un minimum parfait. Je crois que ça bloque beaucoup de choses. On rebondit sur du positif un petit peu. Mon plus grand accomplissement. Savoir que mon manuscrit Paranormal Détective est en cours de soumission dans 2 maisons d'édition et savoir qu'il a fait partie des 31 textes sélectionnés sur plus de 260 envoyés lors d'un appel à texte d'une chouette maison d'édition. Ouais, ça a été vraiment... Je vous laisse imaginer comment j'ai sauté de joie le jour où j'ai reçu le mail. Combien de mots avez-vous écrit cette année ? Tout projet confondu, en 2025, j'ai écrit 94 566 mots. Presque un roman. Sauf qu'en réalité, ça représente plusieurs projets, plusieurs aventures, plusieurs formats. On a tout d'abord une nouvelle terminée et publiée de 4141 mots, appelée Étouffée, parue dans le recueil Esprit de ma promo Polaris, issu de l'Institut des carrières littéraires l'ICAR, recueil dont nous vous avons longuement parlé lors du book club de novembre 2025 si vous souhaitez en savoir plus. Une fantaisie mise en stand-by avec 66 164 mots écrits que j'ai pour le moment appelé projet Les Ombres de la Vengeance. Un premier chapitre de 1588 mots d'un nouveau cosy mystery fantastique, la suite de Paranormal Détective. Ouais. Et un challenge d'écriture autour d'Halloween. 22 673 mots, soit 18 mini-histoires et un feuilleton en 5 chapitres pour le Spooky Writing Challenge qui a eu lieu au mois d'octobre. Avez-vous terminé un projet d'écriture ? Alors oui, comme indiqué à la question précédente, ma nouvelle Étouffée. Bon, j'ai fait au moins 6 versions, avec différents points de vue, 4 bêta-lectures et une analyse comparée des 2 versions principales. On ne pourra pas dire que je n'ai pas donné toutes ses chances à cette histoire d'être racontée. Mais je l'ai fait, et j'espère avoir réussi à lui faire honneur. Quel livre ou formation vous a le plus aidé ? Alors ce n'est pas proprement parler une formation, mais plutôt un challenge d'écriture avec des leçons tous les jours de la semaine pendant 1 mois. C'est le Spooky Writing Challenge organisé par la Plumerie, qui fut un immense coup de cœur et un immense
des blocages pour moi. J'ai adoré inventer 23 mini-histoires et écrire presque tous les jours. Avoir des conseils, lire les textes des autres participants, découvrir autant de plumes, d'univers et de personnages, c'était incroyablement stimulant. Et si ce type de challenge revient, je remettrai le couvert sans hésiter. C'était fun, prenant et ça débloque clairement la créativité. Au final, cette année d'écriture n'a peut-être pas été très linéaire, ni simple, mais elle a été vivante. Il y a eu des doutes, des silences, des pauses, et malgré tout, les mots ont continué de revenir encore et encore. Quel a été mon plus gros obstacle de 2025 ? Clairement, moi. Oui, moi, toute seule. Tout au long de l'année, j'ai appris à accepter que l'écriture ne soit pas une course, mais un chemin, parfois sinueux, parfois lumineux, et ce fut vraiment périlleux. Alors j'espère que la moi de 2025 va me laisser un petit peu tranquille, et que celle de 2026 va aborder cette nouvelle année avec moins de pression, plus de curiosité, et surtout l'envie de se faire confiance. Parce que clairement, ça m'a manqué cette année. Mon plan d'action pour 2025. Alors là, je vais me baser sur le modèle de j'arrête, je continue, je commence, développé par Cécile Duquesne lors de son MOOC de décembre. On a travaillé pendant son MOOC sur le bilan de notre année d'écriture, etc. Ce que ça nous a fait ressentir, ce qu'on a fait, nos progrès, nos échecs, nos réussites. Et on a conclu ce MOOC avec ce modèle de j'arrête, je continue, je commence. Alors, j'arrête de me trouver des excuses et je termine au moins un projet, peu importe lequel. Et surtout, je prends le temps d'écrire et de raconter des histoires. Je continue de me former et en 2026, je continue les MOOC gratuits de Cécile Duquesne et je profite pleinement de mon inscription à 4 ateliers d'écriture en début d'année pour retrouver le plaisir d'écrire sans trop réfléchir, sans tout préparer à l'avance et en me laissant porter par les mots. Et je commence à croire en mes projets, croire en moi. Et je me laisse rêver que tout est possible. Et voilà, le bilan est fait. Une année d'écriture avec ses remises en question, ses doutes, mais aussi ses joies et ses élans créatifs. 2025 m'a beaucoup appris et les projets à venir me donnent déjà envie de tourner la page. 2026, tiens-toi bien, j'arrive. Passons maintenant à la 3e partie de ce podcast, la chronique, mais pas que. Même si Noël est déjà passé et que le prochain est encore loin, on est toujours en hiver. Et l'ambiance cosy ne m'a pas totalement quittée. J'ai donc eu envie de prolonger un peu cet esprit avec les questions du Cozy Christmas Book Tag, transmis et traduit par la chaîne YouTube Le Manoir de l'Imaginaire, créée à l'origine par la chaîne YouTube Call Me After Coffee. Un joli prétexte pour rester dans le cocooning, mais aussi pour faire mine de rien un autre, cette saison, petit bilan de cette année 2025. Nous avons donc plusieurs catégories et une question qui s'y rattache. Voyons ce que cela donne. Guirlande lumineuse. Quel est le plus beau livre que tu possèdes ? Je dirais La demeure des Mahorel de Sieg Weilban et Anouk Faure. C'est un livre que j'ai récupéré, que j'ai acheté lors du salon Créteil en Poche où Anouk Faure était présente pour dédicacer. Elle m'a fait un très 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 beau dessin sur la page de garde et les illustrations sont splendides. Et connaissant la plume très poétique de Siècle, j'ai vraiment vraiment hâte de me plonger dans cette histoire et de vous en faire un retour. Alors je vais pas vous faire le résumé, l'épisode est déjà très long, mais en tout cas, je vous en parlerai dans les prochains épisodes, ça c'est sûr. Le sapin parfait. Es-tu prête à payer plus cher pour obtenir la plus jolie édition d'un livre ? J'avoue que ça dépend. Selon les tarifs, je peux préférer une version brochée, voire une version en poche, mais une belle édition reliée avec jaspage et illustration a clairement un effet sur moi. Je pourrais donc tout à fait craquer. Cela dit, je regarderai quand même le prix et je prendrai le temps de lire le résumé, histoire d'être sûre de faire, comme on dit, une bonne affaire. Dans la catégorie Feu qui crépite, quel livre te fait te sentir bien, chaud et réconforté ?
Alors je dirais la série Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui aborde avec beaucoup de douceur et de poésie des thèmes pourtant difficiles. Les illustrations de Sanoé viennent magnifier cet univers merveilleux créé par l'auteur. Le dernier tome m'attend dans ma palle, et même si j'ai hâte de retrouver la librairie de Belle Écorce et les douceurs de la famille Renard, je suis un petit peu triste d'arriver au dernier tome. Mais bon, j'ai hâte quand même. Chaussettes jusqu'aux genoux. Quel est le livre le plus long que tu aies lu ? Alors je peux vous citer Jusqu'au plus profond des astres d'E.G. Twice, avec 755 pages, dont vous pourrez retrouver ma chronique, je crois, sur le mois de novembre. Et je pense également à Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab, avec 763 pages que j'ai lues en fin juin, début juillet. Donc je pense que vous retrouverez ma chronique sur le mois de juillet. Pull moche. Quel est le livre le plus laid que tu possèdes ? Alors je dirais que c'est Urbex, fantômes et drôles d'enquête de Léon Mae Morgan, que je n'ai pas encore lu. J'avoue que cette couverture ne me tente pas du tout. Mais si ça se trouve, l'histoire est chouette, hein. Rappelons que l'on ne doit pas juger un livre à sa couverture. Quand je le lirai, je vous dirai. C'est un livre que la Cube m'avait sélectionné, je crois, sur ma Cube du mois de septembre. À voir. Tempête de neige. Un livre qui se déroule en hiver ou qui te donne des frissons, aborde des thèmes sombres. Alors je vous renvoie à mes lectures audio des mois de novembre et décembre, Le chant de la reine Corbeau et La complainte du roi poète d'Isabelle Lozac. Ces 2 premiers tomes se déroulent en hiver et abordent des thèmes sombres comme l'assassinat, les complots politiques, la guerre, le deuil, la trahison, la magie noire, bref, tout ce qu'il faut pour me plaire. Je vais parfaire ce petit bilan avec quelques tags du Mid-Year Tag Challenge que je vous avais partagé au mois de juin 2025. Cependant, puisqu'un bilan a déjà été fait avec le Book Club, que je ne peux que vous conseiller d'aller écouter, le Book Club du mois de décembre, je vais passer certaines questions et me concentrer sur celles auxquelles je n'ai pas encore répondu. Quelle parution de cette fin d'année ai-je envie de lire ? Alors je dirais La Voix éternelle d'Antonia Hodgson, publié chez Bragelonne, qui est un livre magnifique physiquement, dans des couleurs violettes à tomber. Il rentrerait d'ailleurs parfaitement dans la catégorie « Quel est mon plus beau livre ?» J'ai hâte d'en découvrir l'histoire qui me semble avoir fait son effet sur la sphère Booktube et Boostagram, et c'est un livre que j'ai reçu pour Noël. Quelle sortie j'attends avec impatience ? Je vais en rajouter une couche. Le tome 3 de la série La guerre des ombres, le requiem de Cerciel de Isabelle Lozac, publié chez Bookmark, qui a une sortie prévue a priori, si j'ai bien lu les informations sur le net, le 8 avril 2026. Plus que quelques semaines et je pourrai enfin avoir la suite. Quelles autrices ai-je découvert quels auteurs, autrices ai-je découvert et adoré en cette fin d'année 2025 ? Eh bien, je dirais Karina Rosenfeld, l'autrice de la série La prophétie de l'ambre, publiée chez Gulfstream Editor, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes d'avril pour le tome 1 et de novembre pour le tome 2 et que j'ai adoré. Quel est le livre que tu veux lire sur la première partie de l'année 2025 ? Eh ben, je dirais le tome 1 de la nouvelle série de Jupiter Phaeton, Elara d'Elysiane, qui va parler d'alchimie et de tournois. J'ai bien l'intention de le lire cette année et j'espère pouvoir bientôt le rajouter à ma palle. Et voilà. Et toi, si tu devais répondre à ces questions, que me dirais-tu ? N'hésite pas à m'écrire à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com pour partager ton propre bilan et tes propres coups de cœur. Je serais ravie de découvrir de nouveaux titres à glisser dans ma palle. Elle n'est pas encore sur le point de s'effondrer, alors profitons-en. Pour cette dernière partie du podcast, je vais passer à la petite question du jour. Et pour cette fin, la question la plus difficile. S'il ne devait en rester qu'un de mes livres, de mes lectures, de cette année 2025, un seul livre à retenir de mon année. Vaste question, n'est-ce pas ? C'est dur. Alors j'ai fait de très belles découvertes cette année, et franchement, choisir un seul titre,
ça relève presque de la torture. Alors plutôt que de trancher net, j'ai décidé de vous partager un coup de cœur par genre parmi tout ce que j'ai lu ces derniers mois. On va commencer par la fantasy qui est, je vous le rappelle, le genre littéraire que j'ai le plus lu cette année. Impossible de ne pas citer la série Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, une saga en 4 tomes, intense, sombre, addictive, qui m'a littéralement happée. Je vous en ai parlé en juillet, août, septembre et octobre. Dans la catégorie des cozy mystery, romans policiers, qui est ma deuxième catégorie de prédilection, mon favori reste Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre de Benjamin Stevenson. C'est un roman malin, parfait pour enquêter, bien au chaud sous un plaid. Pour la catégorie fantastique, le genre fantastique, j'ai choisi L'Amulette de Michael McDowell, avec une ambiance pesante, subtilement inquiétante, voire même glaçante. Exactement comme je les aime, et la version audio que j'ai écoutée m'a vraiment immergée dans l'ambiance. Dans la catégorie genre science-fiction, nous avons Sous la brume de Yann Bécu, qui m'a marquée par son atmosphère et ses questionnements. Ça a été vraiment une très belle surprise. Et enfin, côté bande dessinée, gros coup de cœur pour la série Le Grimoire d'Elphie, dessinée par Minnie Ludwin, mis en couleur par Hélène Lenoble et écrit par Christophe Allerstone et Audrey Holwett. Une série pleine de douceur, de magie et de livres. Forcément, ça me parle. Et voilà, cet épisode bilan touche déjà ou enfin à sa fin, c'est selon. Merci d'avoir tenu jusque-là. Et si vous m'écoutez sur YouTube, pourquoi ne pas me laisser un emoji graphique, statistique ? Faisons grimper les chiffres de ce bilan astronomique. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de livres, ni autant recommandé de lecture. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aura permis de remplir encore plus vos wishlists. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos recommandations. Vous pouvez m'écrire à l'adresse ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Et voilà, en ce décembre 2025, je vous ai chroniqué mes 12 lectures, fait un bilan sincère de mon année d'écriture entre élan créatif et difficultés récurrentes, une chronique mais pas que, avec quelques tags littéraires pour clore 2025 en bonne et due forme, et enfin la petite question du jour, s'il ne devait en rester qu'un. Ou plutôt, mes meilleures lectures de 2025 selon le genre. Et voilà, ce nouvel épisode touche à sa fin, le dernier de l'année 2025. 2026 arrive doucement et je vous souhaite une année remplie de joie, de bonheur et de merveilleuses découvertes littéraires. J'espère que cela vous a plu et si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode de sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess_angel. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast en cliquant simplement sur s'abonner. Très belle année 2026 à vous, merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.